Les amis, nouvel épisode de l'Actu sans borne, épisode numéro 8. Comme notre ami Jean a fait un tabac dans son passage du mois précédent où il nous expliquait les chiffres, on continue cette formule, donc vous le retrouverez tous les mois pour nous parler des chiffres. En plus, il a préparé tout un tas de petites actus. Ah, j'ai bossé. C'est aux petits oignons. Ouais. Moi, il m'a le privilège, il m'a envoyé un petit Ouais. peu, tu vois, l'ensemble de c'est aux petits oignons. Voilà, et il va prendre la parole. Mais dans les commentaires, il avait fait un bon tabac le mois dernier. Ouais, j'ai une grande famille. Voilà. C'est bizarre, j'ai trouvé ça bizarre aussi que ça finissait tous par Pagésie, les pseudos. Mon bon Cédric, revue de presse un peu légère cette semaine parce qu'en fait ils vont arriver la semaine prochaine, tous les mensuels. Donc là on vous fera une revue de presse un peu plus outillée. Exactement, on va peut-être parler un peu de la cuisine interne de Sans-Borne. Mais comme disent... Ce que vous voyez là a été tourné il y a 24 heures en réalité. Et les journaux paraissant donc le jeudi, on est mercredi, comme ça, voilà, on vous livre tous les secrets. On ne peut pas donc avoir notamment les hebdos et les mensuels qui paraissent le 2 novembre à 18h, alors que vous nous regardez. En revanche, il y a Autoplus. Autoplus de cette semaine, et qui est revenu sur l'Austral, que vous verrez très bientôt sur Sans-Borne. On peut le dire, un super châssis. Et voilà, et on vous invitera à aller... Probablement vendredi. On est encore en discussion On est encore en discussion en interne. Mais surtout, il il y a aussi un très bel article de Vincent Desmond. Vincent Desmond, qui est un éminent confrère, dont on a fait la voiture qui est un break, une AMG, qui a un record de vues sur TikTok. Plus d'1 million, grâce à toi. Hein. Et Vincent adore les breaks et il a adoré la 330e, qu'on a aussi beaucoup aimé. Et on est tous les trois, et la 330e, Jean, tu as toujours des bons prix sur les BMW. Ah oui, BM, ça sort toujours bien le loyer. Ouais. Hein, voilà, et c'était un petit clin d'œil, et même en blanc, elle est belle. Voilà, c'est à découvrir dans l'Autoplus. Précipitez-vous en kiosque, il est là. On a toujours, dans l'Actu sans borne, l'idée d'interpeller chacun d'entre nous. Jean, tu es notre invité du mois. Oui. On va commencer par toi, et on va commencer... Avant de nous faire rigoler avec nos trois actus, toi t'es quand même super doué. Il y en a une que j'adore. Là, j'en ai que deux, moi. T'en as une qui sont quand même les chiffres du mois. C'est vrai. Donc on va commencer par ça. Super, on peut applaudir. Ça redémarre un petit peu. C'est le 1. Alors, vite. En fait, c'est un peu... On décline pas. C'est un peu comme le mois dernier. C'est un peu comme le dernier. En fait, donc il s'est immatriculé 124 981 voitures le mois dernier. Donc c'est une hausse de 5,5% par rapport à octobre 2021. Mais malgré tout, depuis le début de l'année, on est en baisse de 10,3% par rapport à 2021, qui était déjà une mauvaise année, puisque par rapport à la 2019, qui est la dernière année normale de marché, on est à moins 30%. Donc globalement, les chiffres sont mauvais, même si finalement, malgré si on compare octobre octobre 2022 par rapport à 2021, c'est mieux. Ce que les gens doivent se rendre compte, c'est que le marché automobile n'est normalement pas un marché trop cyclique. C'est-à-dire qu'une hausse de plus 4 ou de moins 4 est une variation déjà importante. Oui. Mais là, les chiffres que tu annonces par rapport à 2019, c'est un cataclysme dans le monde automobile. Oui. Pour que les gens s'en rendent bien compte. C'est pas normal d'avoir un moins 30 en 2 ans. Les raisons? Alors les raisons, toujours les mêmes, c'est que les voitures sont très chères, elles mettent du temps à arriver, et puis les gens ne savent pas quoi acheter, parce que finalement ils ne savent pas très bien si l'électrique, l'hybride, le thermique, voilà, ils savent, comme il y a une très forte incertitude sur ce que va devenir l'automobile, enfin ce que vous voyez, les différents choix techniques dans quelques années, ça pousse les gens à l'attentisme. Après, il y a quelques tendances quand même de fond qu'on retrouve, comme le mois dernier. Déjà, c'est que la part des électriques et hybrides est en hausse, parce que électrique plus hybride rechargeable, c'est 22% du marché, donc 13% électrique, 9% PHEV. Par rapport à 2020, records, par rapport à 2020, c'est x2. C'était 11% en 2020, donc c'est quand même, et en 2019, c'était 3% du marché. Donc par rapport à 2019, c'est quand même 7 fois plus en pourcentage, donc c'est quand même énorme. Ça prouve bien qu'il y a un mouvement de fond, après un mouvement de fond qui est amplifié par les bonus écologiques. Mais clairement, oui, il y a un mouvement de fond vers des voitures qui émettent moins de CO2, et ça se retrouve dans le CO2 moyen du marché, qui est à 100 grammes contre 120 grammes il y a 2 ans. Donc clairement, on voit qu'il y a une transition forte vers des voitures qui émettent moins de CO2. J'ai l'impression que l'électrique croît un peu plus fort que le PHEV. Est-ce que tu l'as vu dans tes chiffres? Est-ce que c'est un angle Alors ouais, que tu as regardé? nous, on l'a vu dans nos chiffres. Après, clairement, l'électrique, il est encore plus perfusé par les aides d'État qui sont significatives sur ces voitures-là. Mais il y a aussi une offre qui se développe avec certains produits très forts. Je pense par exemple à la Mégane, qui vont créer du volume sur ce type de motorisation. Après, attention, l'électrique aujourd'hui, ça reste encore une niche, même si c'est une niche qui est plus grosse qu'il y a 2 ans.
il y a encore des tas de personnes pour qui l'électrique, malheureusement, ça ne correspond pas. Est-ce que ce développement des ventes de modèles électriques, on l'observe aussi en Europe? Alors, il y a la Norvège, qui est le meilleur élève, cité en exemple, où quasiment 100% du marché est complètement Après, oui, électrique. c'est compliqué parce que la Norvège, mais le sud du Portugal, où en est-il? Alors, honnêtement, j'ai pas les chiffres européens. Après, je sais que c'est. Tu lui as mis une bonne colle, le pauvre Jean. Non, mais après, pour avoir le mois prochain. Après, il y a une tendance forte, c'est qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Théoriquement, on ne pourra plus acheter de voitures thermiques neuves en Europe. La plupart des constructeurs annoncent 2030 pour la fin de la commercialisation de leur modèle thermique. Donc clairement, entre aujourd'hui et 2030, on va aller vers de plus en plus d'électriques. Après, l'incertitude, c'est finalement, est-ce que le prix des voitures va baisser ou pas? Parce qu'aujourd'hui, le prix des voitures est un vrai frein à l'achat. Et après, est-ce que la technologie va suffisamment évoluer pour que l'électrique puisse remplacer le thermique pour tous les usages? Aujourd'hui, l'électrique, c'est super pour plein de personnes, mais encore, il y a beaucoup de monde pour qui ce n'est pas adapté. Ce qui est marrant, c'est qu'on a publié vendredi dernier l'essai de la Tesla Model Y. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est de voir les commentaires. Ceux qui ont un peu de temps, regardez la vidéo, mais au-delà de la vidéo, regardez les commentaires. Ils sont très francs. Oui. Et en fait, c'est la première fois, parce que notre chaîne n'a que 2 mois, qu'on voit des commentaires ont aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a les ayatollahs de Tesla, et nous, on a aimé la Tesla, et toi, en plus, tu roules au quotidien avec une Tesla. Et tu as les complètement réfractaires de Tesla. Et c'était très tranché. D'habitude, c'est plus neutre. Là, tu avais ceux qui sont farouchement pour, ceux qui sont farouchement contre. Et même nous, dans l'équipe, on est un peu tous répartis. C'est-à-dire que toi, tu aimes beaucoup Tesla. La preuve, tu en as une et tu en as choisi d'en acheter une. Alors, tu venais d'un anti-Tesla, une BMW, et tu es très content de ta Tesla. Toi, qui es plus mitigé au centre, et moi, qui était... Je suis pas contre Tesla, mais j'aime bien encore mes bonnes thermiques. Et de voir dans les commentaires comme ça, très tranchés, on n'a pas l'habitude. C'était rigolo. Il y a une véritable passion autour de tout ça. Sur le marché, il est à noter aussi que le marché de l'occasion est en pleine ébullition. Ça manque de voitures. Oui. Parce que 2019, en fait, les voitures qui n'ont pas été vendues depuis 2 ans, elles ne sont pas sur le marché de l'occasion aujourd'hui. Donc il y a un vrai trou de modèles récents sur le marché de l'occasion. Typiquement, les retours de leasing que les particuliers allaient acheter parce que les voitures elles sont encore en très bon état, elles sont encore récentes, mais elles ont déjà subi leur décote. Là, il y a un vrai manque de voitures, ce qui fait que les prix augmentent énormément. Et augmentent tellement qu'on observe même des modèles d'occasion récents, moins d'1 an, avec un petit peu de kilométrage, qui sont plus chers que le neuf. Oui. Après, ça c'est aussi lié aux pénuries. Non, mais c'est complètement fou. Et ça toucherait même des marques, j'allais dire, très populaires, comme Dacia et tout ça. Oui. Ça paraît complètement inouï. Oui. Après, là, sur les dernières sorties de voitures, nous, on constate que les délais ont quand même tendance à un peu raccourcir. Je pense, par exemple, nous, on a beaucoup de demandes sur le GLC, par exemple. Le GLC, c'est un modèle sur lequel les délais sont relativement courts. Le Qashqai e-Power, qui est un modèle qui plaît aussi, les délais sont relativement courts. Donc, on sent que les constructeurs arrivent un peu à inverser la tendance, même si malgré tout, les délais restent longs. Mais il est certain que sur l'occasion, des délais longs sur du neuf plus peu d'offres égale des prix qui explosent. C'est l'économie de base en fait. Tu as le produit, boum, il est rare, hop, ça augmente. En fait, il y avait 2 phénomènes. Tu as ce que tu as dit bien avec les leasers, mais tu as aussi, avant, un gros acheteur de voitures neuves, c'était les loueurs, Hertz, etc. Et en fait, eux, achètent moins de voitures parce qu'ils ont une moins de demande avec le Covid. Et 2, ils ont appris à garder les véhicules un peu plus longtemps qu'ils avaient l'habitude. Ça fait que tu as un afflux de véhicules de VO, de véhicules d'occasion récents, beaucoup moindre dans le marché. Et pour rebondir sur ton deuxième point, qui est les délais qui deviennent un peu, qui s'améliorent sans être optimum, aussi les constructeurs, quelque part, ils font un learning. Tu te rappelles quand on avait été voir le Dacia Manifesto, qui est un concept car de Dacia, on avait eu la chance d'avoir le PDG de Dacia qui nous avait dit... mine de rien, nous aussi, on commence un peu à apprendre à travailler. Donc, on réduit le nombre d'options parce qu'en fait, du coup, la voiture reste moins longtemps sur la chaîne de production. Tu as moins de choix, c'est plus facile pour eux à gérer. Et donc, du coup, tu as un délai amélioré. Donc, tout le monde aussi commence à s'adapter un peu à la période qui est un peu bizarre. Il faudra combien de temps, c'est difficile de jouer les Madame Irma, mais pour retrouver un marché normal? Très compliqué de se prononcer. Le sentiment qu'on a, nous, quand on écoute les uns les autres, c'est qu'il y a encore 1 an à passer compliqué. Clairement, la tendance de hausse des prix, de baisse des remises, de délais plutôt longs, on l'imagine encore au moins pour 2023. Après, on peut pas tout prévoir, mais oui, même les premiers échos qu'on entend sur les politiques de remise des constructeurs sur 2023, on n'a pas encore un retour aux grosses remises. C'est plutôt une poursuite de la tendance vers une baisse des remises.
Dernier point sur l'économie, on lit de plus en plus François Roudier notamment, qui est éminent Du PFA. ouais, exactement, et du CCFA, du Comité des constructeurs français automobiles, est monté au créneau sur son Twitter en expliquant que le prix des voitures neuves ne cessait d'augmenter et risquait peu ou prou d'écarter une bonne partie de ceux qui avaient des revenus les plus faibles de l'acquisition de voitures neuves. Certains tempèrent la chose en disant, attendez, dans les années 80, une 2 chevaux nécessitait 9 SMIC, aujourd'hui une Dacia au catalogue d'entrée de gamme nécessite 7 SMIC. Je fais des gros résumés en disant c'est pas aussi catastrophique, mais est-ce que tu sens, toi, que au-delà même de l'inflation, il y a une barrière justement peut-être sociale, entre guillemets, à l'acquisition de voitures neuves? Cette question, je n'ai pas la réponse, moi. J'entends ce débat-là, tu vois. Ah bah après, c'est intéressant déjà de reprendre des analyses chiffrées, parce que si on écoute les gens, on a l'impression que tout augmente tout le temps, donc c'est important de remettre ça en perspective avec les salaires qui évoluent aussi. Après, clairement, je pense que sur l'automobile, ce qu'il faut regarder, c'est l'étape d'après, parce qu'aujourd'hui, finalement, la Dacia, les voitures thermiques, c'est les dernières voitures, j'ai un peu caricaturé ce que je dis, mais du monde d'avant. Finalement, le vrai sujet, c'est comment le consommateur moyen, le particulier, va pouvoir prendre une voiture qui va émettre moins de CO2. Et aujourd'hui, certes, une Dacia, c'est moins cher, mais aujourd'hui, celui qui roulait en 308 ou en Mégane, bah aujourd'hui, pour qu'il passe à l'électrique, lui, il va avoir un sacré surplus à payer. Et aujourd'hui, c'est compliqué de savoir comment les gens vont financer ça, parce que même si ça leur coûte un peu moins cher en énergie que le thermique, en fait, si tu passes d'une voiture de 25 à 35 000 euros, c'est quand même un surcoût qui est énorme. Et le prix moyen des voitures a déjà beaucoup augmenté. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que on est passé de 21 à 26 000 euros en assez peu de temps. Et clairement, la tendance est plutôt inflationniste. Et nous, même nous, on le voit de notre métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui renouvellent un véhicule de niveau de gamme équivalent en passant sur de l'hybride ou de l'électrique, les voitures ont pris facilement 20-25% par rapport à la voiture précédente qui date d'il y a finalement que 2 ou 3 ans. Oui, qui est récent, bien sûr. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On enchaîne un peu sur... Vas-y. Ouais, enchaînons justement sur, j'allais dire, les infos qu'on a envie de partager tous ensemble. Tu y vas, toi, t'en as des super. Je vais plusieurs. Déjà, moi, c'est revenir un peu sur les voitures qu'on a essayées avec 100 bornes. La première, c'est la Model Y. Alors, c'est intéressant ce que tu disais, Vincent, parce que l'électrique, ça concentre des antagonistes incroyables, et Tesla encore plus. Donc Tesla, il y a des gens qui détestent, d'autres qui adorent. Ça exacerbe les passions. Et chaque fois qu'un chiffre sort sur Tesla, les gens s'engouffrent dedans. En gros, quand Tesla annonce un mauvais chiffre, tous les anti-Tesla disent bah, vous voyez bien que c'était qu'une bulle, ça vaut rien. Les jours où Tesla annonce des bons chiffres, ça y est, c'est fini, Tesla a plié le game, on n'en parle plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla concentre ses ventes sur les fins de trimestre. Donc en fait, les chiffres de vente de Tesla sont toujours très très bons les fins de trimestre. Et en septembre, la Model Y était la voiture la plus vendue en Europe parce que finalement, Tesla a concentré les ventes de Model Y en septembre. Je pense que si on regarde les chiffres sur octobre, ce sera beaucoup moins bon. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par concentre? Ils font en sorte... En fait, ils sont objectivés sur les livraisons fin de trimestre et donc ils livrent énormément le dernier mois de chaque trimestre. C'est rigolo, c'est super. Une façon de présenter les chiffres. Donc il faut vraiment analyser sur des tendances un peu plus longues que mois par mois parce que mois par mois, tu peux avoir des chiffres qui veulent dire tout et son contraire d'un mois sur l'autre. Après, si on regarde depuis le début de l'année, aujourd'hui la Model Y, elle se vend très bien parce que c'est la voiture la plus vendue de la catégorie en France. C'est-à-dire qu'on vend plus de Model Y que de DS7 ou que de X3. Donc c'est vraiment une tendance qui est très forte. C'est quand même un constructeur qui n'existait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, finalement, et numéro 1 des ventes dans sa catégorie. Et c'est le cas même en Allemagne où les Allemands pourtant sont assez chauvins et ont tendance à acheter que des voitures allemandes. Voilà. Et autre chiffre. Et avec un achat qui ne se fait quasi qu'exclusivement sur Internet. Oui, effectivement. Tu as des points de vente physiques, mais qui sont en fait davantage des showrooms. Mais par exemple, il s'est vendu en France plus de Model Y que d'Audi A3 ou de BMW série 1. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez parlants. Et ces chiffres-là n'intègrent pas la modèle propulsion, qui va sans doute faire encore grimper les ventes, puisque les premières livraisons auront lieu en novembre. Donc Model Y, c'est un succès. Ceci dit, à nuancer, c'est pas non plus la voiture la plus vendue en Europe, faut pas s'emballer. Mais c'est une voiture qui se vend très bien et qui plaît parce qu'elle répond clairement à un besoin qui est fort. Et quand tu le dis, tu l'observes aussi, toi, dans les... Ah oui, nous on vend plus de Model Y que de GLC ou de X3, hein, clairement. Après, le GLC il vient de sortir le nouveau, donc là ça a sans doute un peu changé ces prochains mois, mais c'est aujourd'hui dans les SUV premium le modèle le plus vendu. Et l'autre voiture qu'on a essayé, c'est le Ranger Sport. Alors là, comme il y a un an de délai, on peut tirer aucune conclusion. Un an de délai. Il y a raison. En revanche, il y a 2 trucs amusants là-dessus. C'est qu'en fait, comme le marché a beaucoup augmenté et on a perdu en remise sur toutes les voitures,
finalement, l'écart de prix entre un X5 et un Range est beaucoup plus faible qu'avant. Ce qui fait que finalement, les gens, paradoxalement, comme le reste du marché monte, ce qui est presque une bonne nouvelle, en fait. Le Range paraît moins cher. Et l'autre point un peu marrant, c'est que en fait, Range va changer ses conditions commerciales. En gros, on avait avant 5% de remise sur un Range, ça va passer à 0 l'année prochaine. Là, on a encore 5% jusqu'à la fin de l'année. Et paradoxalement, ce qu'on voit, c'est quand il y a des baisses des remises, en fait, ça favorise vachement les ventes. Parce qu'en fait, tu dis aux personnes, là, les remises vont baisser. Du coup, des gens qui avaient des projets d'achat dans 3 mois, 6 mois, anticipent leur projet d'achat pour finalement profiter des conditions de remise actuelles. Ça, plus son délai, c'est passionnant. Beaucoup de commandes sur ces voitures-là. Et toi, l'avantage, c'est que toi, t'es le terrain, en fait, pour nous. Ah oui, donc ça, pour nous, c'est du pain béni. Mais du coup, je pense que les gens n'ont pas encore le réflexe de penser à un Range. Parce que toi, dans ton métier, tu as une forte propension de service. Tu aides vraiment les gens en disant non, là, vaut mieux se positionner sur ce véhicule-là. Est-ce que les gens t'arrivent à est-ce que qui viennent te voir, par exemple, pour un BMW X5, tu leur dis, est-ce que vous avez pensé à prendre le Range? Parce que finalement, le loyer, vous allez voir que c'est pas si éloigné que ça. Et pourtant, vous avez accès à un véhicule qui a un côté un peu plus luxe que le BMW, qui est pourtant très bien. Est-ce que tu le vois ça? Oui, clairement. Nous, on a des gens qui typiquement avaient des X5 thermiques. On leur dit, voilà, si vous voulez un X5 hybride, c'est plus cher en loyer, mais en coût global, c'est pareil parce que vous économisez beaucoup en taxes. Et finalement, pour peut-être 5-6% en plus, vous avez le Range. Et donc là, c'est une voiture à laquelle les gens n'osaient même pas penser. Techniquement, elle est maintenant au point, ce qui n'était pas le cas avant, où le moteur était un peu faible. Donc oui, il y a toujours des gens qui adorent la marque et qui viennent, qui demandent le produit, mais il y a beaucoup de clientèle Mercedes, BMW, Audi, qui avant ne pensaient pas au Range et qui maintenant, avec cette nouvelle version, finalement s'intéressent au Range Sport. Et qui tout à coup se disent, bon allez, tant pis, je franchis le pas, même si socialement tu as une sorte de petite barrière, tu sais, à essayer de t'offrir le top du top, et là tu y vas parce qu'effectivement, c'est quand même smiley à étoile, même si... Est-ce que tu... T'as une dernière info marrante. Alors oui, mais là, c'est mes infos un peu insolites. Oui. Alors, c'est pour Vincent. Vincent, je sais que t'aimes bien les sujets sportifs. Tu vas voir, il sait pas. T'aimes bien l'exclusivité. Ouais. Voilà. T'aimes bien les moteurs thermiques. T'es une petite fille. Je sais en quoi je vais finir. En fait, je l'avais cette news. On a pensé à toi. Maserati a pensé à toi. Parce qu'il y a une série spéciale du Grey Calais. Série limitée Barbie. Alors, il n'y a que 2 exemplaires. Donc, faut aller vite. Faut aller vite. Tu savais ou pas? Ouais, en fait, quand il a dit... En fait, je l'avais cette news et quand il a dit, j'ai compris. Teinte rose exclusive. Petit liseré jaune pour la sportivité. Badge Barbie noir à l'arrière. Intérieur noir sur piqûre rose. C'est le département Maserati Fuori Série qui fait ça. C'est leur truc un peu exclusif. Il n'y en a que 2. Une partie des profits sera reversée à Barbie Dream Gap Project. C'est une association, je crois, qui œuvre pour limiter les... Pour limiter les ventes de Barbie. Non, c'est ça. Pour limiter les discriminations faites aux femmes. Voilà, donc tu feras en plus une bonne action et tu auras vraiment un produit ultra exclusif. On vous la mettra, vous allez la voir en vidéo, en photo, en aperçu. En plus, elle est assez discrète. Donc ça, c'est honnêtement... Non, sur un parking, tu la retrouves, t'as pas de problème. En voiture de fonction, on met sur les portes des autocollants sans borne. Et là, c'est génial. Là, on fait un tabac. Et on peut se présenter tous les 3 pour le Gumball 3000. Elle est déjà... Elle est déjà nickel. C'est chouette qu'ils puissent oser ce genre de choses. Parce que tu t'attends pas à ça de Maserati. Ah non, moi je m'attendais pas. C'est quand même marrant que ça puisse exister. Après la mini Lidl, après la Maserati Barbie. Voilà. Tu vois, tout le monde y va quand même. Moi j'ai une dernière actu, c'est un peu moins rigolo. C'est un mythe qui s'en va. C'est qu'après 47 ans, Ford a fait une petite vidéo pour annoncer le départ de la Fiesta. Ouais. Donc c'est une voiture, je pense, qui parle à beaucoup d'entre nous parce que voilà. Il faudra qu'on fasse la Fiesta pour la Fiesta, parce que c'est quand même un peu un mythe. Et après, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Déjà qu'on est quand même dans une industrie en pleine mutation où même les institutions, les icônes peuvent disparaître. Le deuxième point, c'est que les petites voitures, c'est compliqué parce que les normes anti-pollution coûtent tellement cher que finalement, pour une voiture à 20 000 €, c'est compliqué à amortir. Mais tout le monde part du segment. Voilà. Et le dernier point, c'est que c'est quand même, encore une fois, un symbole fort de l'avènement des SUV parce que le Fiesta, finalement, est remplacé par le Puma chez Ford. Donc, quoi qu'on en dise, les SUV, c'est quand même ce que le marché réclame. Alors après, est-ce que c'est la faute des constructeurs qui poussent ces voitures-là? Est-ce que c'est la faute des consommateurs qui les réclament? J'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'on constate finalement une désaffection des berlines pour les SUV. Ce qui sera sans doute intéressant, c'est d'observer ce que vont devenir, par exemple, la Volkswagen Polo. Oui. Toutes les concurrentes de la Fiesta.
Tu vois. Après, Et la Polo, c'est une super voiture. d'autres mythes. La Passat, effectivement, elles ne sont pas très bonnes pour elle non plus. Enfin, il y a finalement plein de... L'Arteon, qui est une bonne voiture. L'Arteon, la R5, on parle de toutes Oui. ces petites voitures. La R5 notamment, qui a fait le pari de l'électrique. Oui. Donc c'est formidable. Est-ce que Ford, qui adore l'électrique, n'aurait pas pu, enfin j'imagine qu'ils ont fait tous leurs calculs, m'aurait dit la Fiesta aurait pu devenir électrique. Est-ce que la Polo va devenir électrique? Est-ce que chez Fiat, tu vois, il y a la 500. Il y a la 500, mais tu vois, la Punto, il n'y a plus de Punto, par il exemple. n'y a plus de Punto. Mais tout a disparu. Et chez les Coréens notamment, qui ont pris aussi la place sur le marché européen, qu'est-ce que vont devenir ces citadines en réalité? Non, mais merci de l'avoir dit. Ce qui est marrant, juste pour finir sur Ford, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont ils ont pris la parole. Ils ont fêté cette disparition en disant on l'a beaucoup aimé. Et en fait, c'est rare plutôt de la faire disparaître comme ça. Ils ont une communication très maligne, très intelligente et très sympa, je trouvais. Donc, il faut le dire aussi quand les gens du marketing font un truc bien. Et j'ai trouvé ça assez bien chez Ford. Très digne, et même, j'allais dire, ils ont fait une vidéo qui était émouvante. Qui était chouette. Je vais vous donner 3 petites actus, mais vraiment très vite. Comme ça, tu vas conserver du temps de parole. Il y a l'Alfa Romeo qui a restylé sa gamme. Donc en fait, la gamme d'Alfa est relativement courte. Alfa qu'on adore, c'est pour moi une marque mythique. Je pense qu'on est d'accord tous les trois. On adore cette marque. T'as la Giulia et t'as la Stelvio qui ont été restylées, donc qui ont un petit coup de... Exactement. Les phares avant à LED ont été revus. Elle prend un petit coup de jeune, donc on va vous faire apparaître les images, vous le verrez par vous-même. On espère que ça va les aider à faire redécoller un peu les ventes, parce que pour Alfa, c'est pas toujours évident, alors que les produits sont pas mauvais. Nous, sur le Tonale, on l'a essayé. On trouvait qu'à monter un peu de motorisation, il y a un nouveau moteur qui est arrivé et donc je pense qu'elle remontera forcément en PHEV. Exactement, et ça manquait énormément. Ma deuxième actu, c'est l'Abarth 500 électrique. Donc une Abarth 500 Je savais pas, électrique. C'est génial. C'est une fuite, c'est pas officiel. Donc on vous mettra les photos qui ont fuité, vous regarderez. Ça fait bizarre de se dire... Ouais, ceux qui d'abord, c'est vraiment un bruit. Pour Voilà, moi. exactement. Donc une Abarth électrique, ça fait bizarre. Vous allez voir les photos. Il y a assez peu d'infos. On ne sait pas quel moteur, donc ça sera 100% électrique. A priori, les rumeurs disent que la batterie restera la même, mais qu'ils vont mettre un moteur, comme c'est une Abarth, plus puissant, mais du coup, quid de l'autonomie. Bref, on attend de voir ce que ça va donner, on est un peu curieux. Et ma dernière news, c'est pour les amoureux de Porsche dont je fais partie, et je pense qu'on aime tous relativement Porsche ici. Tu as une voiture qui est à la fois que les gens adorent, à la fois que les gens détestent. C'est pas une voiture, c'est un modèle. C'est la 911T. Donc la 911T, c'est une version allégée, simplifiée de la 911. Donc tu as la 992, comme tu as bien mimé, qui sort en version manuelle. Et donc en fait, elle est allégée. Ils enlèvent tout ce qui est isolation, les sièges à l'arrière. Le but, c'est de faire gagner du poids au véhicule pour avoir une plus grande performance. Donc je crois qu'elle a gagné plus de 50 kg sur la 992, qui est la nouvelle 911. Et en plus, elle passe en boîte manuelle. Ce qui est marrant, c'est que cette version elle fait débat. Il y a les puristes qui l'adorent et il y en a qui disent ils nous vendent une voiture plus chère avec moins de trucs dedans. Donc, elle fait un peu débat. Donc, le prix de la passion. Donc voilà, elle est sortie. Et enfin, il y a un petit débat, mais on va passer très vite parce que nous, on en reparlera une prochaine fois parce qu'on va rester 1 heure dessus. Ouais. Tu as un collectif de chefs d'entreprise qui ne veulent pas créer une nouvelle loi pour passer de 130 à 110 km/h, mais qui encouragent à rouler à 110 km/h sur autoroute et qui disent nous on va imposer à nos salariés et on va recommander à nos salariés dans la vie personnelle aussi de ne pas rouler à 130 mais de rouler à 110 pour faire à la fois de l'économie de carburant mais à la fois de faire l'économie de CO2. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je reste toujours un peu dubitatif sur ces trucs-là. Très honnêtement, à chaud, je suis un peu contre. Il faut regarder les vitesses moyennes sur autoroute. De toute façon, elles sont très au-dessus elles sont très en dessous de 130 aujourd'hui. C'est-à-dire que les dépassements de vitesse au-dessus de 130, parce que ça consomme un peu d'essence, enfin on l'observe tous, on a la chance de beaucoup rouler. Je pense qu'on en reviendra et on passera un peu plus de temps, parce que là, le temps court, mais c'est un peu comme on voit dans Paris. Dans Paris, c'est passé à 30, finalement ça crée plus de bouchons, donc tu pollues plus. Finalement, est-ce que c'est pas des annonces effet buzz pour pas grand-chose? Il y a beaucoup de démagogie. Si tu as la vitesse moyenne sur autoroute, il suffit d'aller la regarder, enfin, tu roules. C'est vrai qu'il est chaud patate là. Non mais c'est mathématique. Ouais, Et puis les accidents sur l'autoroute, c'est rarissime. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle. La première cause d'accident de la route sur autoroute,
hein. Qui est pas beaucoup déjà le nombre d'accidents C'est sur déjà- route. c'est là où on roule normalement le plus Oui. vite, ou Et normalement c'est là où c'est là où il y a moins d'accidents. la mortalité est la plus faible. La première cause, c'est l'endormissement. Oui, oui. Bon, point. Allez, on parle. Je te passe à toi de nous faire tes petites actus. Ouais, je vais être très rapide. Tu as parlé de la 500 Abarth. Il y a des modèles qui vont arriver en 2023. Il y a la nouvelle Mini, notamment la Mini Hatch, et qui arrive en électrique. Certains croisent les doigts pour qu'elle retrouve une autonomie décente, c'est-à-dire que peut-être franchisse 300-350 km. À l'instant où on parle, personne n'en sait rien, mais tout le monde croise les doigts pour qu'elle ait vraiment, qu'elle soit une game changer. Elle aura surtout un truc intéressant que devrait aussi adopter le nouveau Countryman, qui est une voiture de cœur, et qui arrivera aussi en 2023, qui sera sur la base du XE1, sans doute avec la motorisation PHEV qui fera du XE1 un des meilleurs de sa catégorie avec 80 km d'autonomie et plus de 300 chevaux. Elle aura donc cette nouvelle Countryman un très grand écran tout arrondi comme un 33 Ouais, l'écran tours. rond, ouais. Un écran rond, et ça tout le monde l'attend. Voilà, ça c'était pour la petite pépite. En matière de modèles aussi qu'il faudra regarder, le 9 novembre. Retenez cette Ah oui, date. c'est de la Volvo. Branchez-vous, EX90. Changement total de cap, Jean l'a dit. Le X90 doit justement signifier que l'ensemble de la gamme Volvo va s'électrifier, donc 100% électrique, et surtout déclarer un nouveau design. Tout le monde est comme ça, il y a déjà des petits teasings. Qui tout double. Qui tout double. Regardez, c'est évidemment un SUV, un 7 places. Allez regarder, il y a déjà des sur les feux. Ça t'a plu les teasings? Je les ai pas vus. Oui, alors il y a un truc intéressant, c'est que ça va être un des premiers modèles à adopter le LiDAR. Le LiDAR, c'est quelque chose, c'est une sorte de radar, je le dis avec des mots très très simples pour que tout le monde comprenne, qui est capable de se représenter l'ensemble de ton environnement jusqu'à 250 mètres. Donc de détecter des objets et tout ça en 3D, c'est formidable. Bref. Et ça, de l'avoir en série, c'est aussi pour Volvo une déclaration de dire nous, on reprend à bras le corps la voiture autonome. Et le fait que vous puissiez... Sachant que là, il y a eu quand même des annonces sur la voiture autonome où je crois que c'est Ford et je sais qu'ils ont arrêté leur JV de voiture autonome parce qu'ils ont gonflé trop d'argent là-dedans. Exactement. Et c'est ça le point qui est top, c'est que certains disent attendez, nous, il y a trop de lièvres à courir. On ralentit et Volvo dit nous, boum, on y va. Donc c'est drôle, la concurrence et tout ça, c'est très intéressant. On a fini, on a terminé, on a été méga long les gars. Ouais. On se dit. On a été. Attends, on va demander à Alain. Alain, combien nous sommes? 30 minutes. Oh bah c'est bien, c'est le plus long, mais on était content d'être avec Jean. Les Jean, en plus, il arrive toujours bien outillé, donc c'est toujours un plaisir. Les amis, on vous remercie. On se dit à très vite. Demain soir, normalement, il y a encore débat parce qu'on est mercredi quand on fait cette vidéo. On ne sait pas si on vous met l'Austral. Ça va être l'Austral, je pense. Ou si on met le formidable ID Buzz qu'on adore tous, et il faut qu'on te le présente. Ah, moi je veux le voir. Ouais. Non, mais il est super, on Il est est trop super. content. Ouais, vraiment, il est génial. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, on l'a fait essayer. Enfin, il avait déjà essayé, mais il a tourné avec nous, Jean-Pierre Gagic, et j'ai vu sur Instagram. Je lui disais si t'achetais une voiture en ce moment familiale, tu prendrais quoi? Et il a répondu l'ID Buzz. Donc c'était rigolo. Bref, on vous embrasse. Ça arrive bientôt, hein, Et on se voit très vite, il va arriver bientôt. À très vite. À très vite, les amis.